Plaisir pour moi d'introduire Dominique Tabu, femme et PUPH. Merci Dominique d'avoir accepté notre invitation pour parler de ton parcours. Alors, merci beaucoup. Juste en introduction, j'avais un tout petit peu peur de dépasser mon temps, comme à chaque fois que je fais un topo, mais là, je pense que je peux être complètement détendue, en fait. Et je me demandais finalement si les femmes et les hommes dépassaient autant leur temps pareil, j'en sais rien. Je me pose la question. Donc, trêve de plaisanterie, et Alex est un ami. Je voulais... alors, j'ai pas fait de diapo, donc j'ai fait des notes. Je sais pas où je vais les mettre, mais je vais les faire comme ça. Voilà. D'abord, je voulais vous remercier beaucoup pour l'invitation qui m'a fait immensément plaisir, à plusieurs titres. Le premier titre, c'est parce que je suis invitée à la commission jeune AFEF et que cette commission jeune, en fait, j'en avais eu l'idée à l'UEGW quand j'avais vu ça dans les années 2011-2012, et puis je suis arrivée au CA de l'AFEF, Christophe était secrétaire général à l'époque, et tous les deux, on s'est dit qu'on allait le faire, et vraiment, on l'a fait, ça a super marché, et je vous vois là, épanouis, faisant avec de plus en plus de monde, des idées, etc. Et donc ça, c'est, par exemple, une de mes grandes satisfactions de mon parcours professionnel, et pour vous livrer un secret, puisque c'est fini maintenant, je vous le dis, pendant 4 ans, en fait, mon mot de passe d'ordinateur a été Commission Jeune AFEF 2017, pour se rappeler, parce que c'était un bon moment. Je mets toujours des trucs comme ça pour me rappeler de ce qui m'a plu quand je suis un peu déprimée, ça m'aide. Donc, mais je suis pas souvent déprimée, en fait, et je suis très heureuse d'être ici, parce que je suis très heureuse de faire le métier que je fais et d'avoir eu ce parcours. J'espère qu'il n'est pas terminé, ce parcours aussi, hein, parce que c'est pas... voilà, hein, j'espère que ça va durer longtemps, mais en tout cas, je suis très heureuse, et du coup, j'ai très envie de vous transmettre tout ce que j'ai aimé, tout ce qui s'est passé, et puis finalement, en tant que femme, comment j'ai vécu les choses. Alors, effectivement, je suis PUPH, je suis chef de service. J'ai pris pas mal de responsabilités, qu'elles soient locales, qu'elles soient nationales. Et nationales, il y a 2 choses qui m'ont vraiment plu. Hein. C'est l'AFEF, d'être au CA de l'AFEF, et puis d'être au CNU. Et puis internationale, parce que j'ai été sollicitée diverses fois. Et donc, effectivement, actuellement, là, je suis représentante de site à la Pitié-Salpêtrière. J'ai aussi, et surtout, en fait, 3 enfants qui ont 26 ans, 24 ans et 16 ans. Donc les 2 grands vont très bien et sont super épanouis. Le dernier va très bien, fait une crise d'adolescence assez physiologique. Donc je me dis que tout va bien. Et donc je vais vous raconter mon parcours. Il y a juste 2 choses. Il y a 2 petits risques dans le fait de raconter son parcours, au-delà du risque de narcissisme qui est absolument terrible, hein, forcément. C'est que dans finalement la lecture rétrospective de son histoire, eh bien, d'abord, c'est une lecture rétrospective d'un parcours qui était prospectif. Donc, je vais vous dire ce que j'ai fait, je vais vous dire où j'en suis, mais en fait, je n'avais pas du tout prévu d'être là au moment où j'étais à votre place, plus jeune. Je n'ai pas du tout prévu. C'est que forcément, l'historien recoiffe l'histoire qui a un côté un peu ébouriffé. Donc, je n'avais pas tout prévu, et c'est juste une lecture rétrospective. C'est le premier risque. Et le deuxième risque, c'est le risque d'anachronisme. Et celui-là, il est vraiment important. Parce que mon histoire, c'est l'histoire d'une époque, d'une femme qui est devenue PUPH à une époque. Et donc moi, j'ai commencé mes études de médecine en 88, j'ai 52 ans, comme ça on le dit. Et donc forcément, mon époque n'est pas votre époque. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Donc il ne faudrait pas faire d'amalgame. Il y a un risque d'anachronisme qui est clair. Donc forcément, moi, quand on m'a posé cette question, je me suis demandé, comme toutes les femmes, si j'étais légitime pour faire ce topo. Donc je me le suis vraiment demandé. J'ai vraiment beaucoup réfléchi, j'en ai parlé à pas mal de monde. Et d'ailleurs, je suis ici et je vais pas pouvoir dire tout ce que vous m'avez dit, mais vraiment, je représente tout ce que vous pensez. Et voilà, on a eu des échanges très sympas. J'en ai eu aussi avec mes enfants. Et donc, finalement, je me suis dit, est-ce que cette question est légitime ? Et comme je suis scientifique et que je voulais me rassurer, je suis allée voir dans la littérature scientifique. Et donc, effectivement, la question, elle est encore légitime, parce que ce qu'on entend dire tout le temps par les hommes, on va dire, les hommes caucasiens de 55-60 ans, sans vouloir les stigmatiser, malheureusement, il n'y en a pas beaucoup parce qu'ils sont à l'âge de la FEF. C'est qu'ils tombent en même temps. Bon, mais c'est comme ça, mais il y en a quelques-uns quand même. Et donc, finalement, les gens vous disent « Mais il y a une telle féminisation de la médecine maintenant, qu'est-ce que vous nous emmerdez ? Le problème, il est complètement réglé. Il est réglé, donc arrêtez de nous emmerder, vous allez nous dépasser. C'est nous, bien sûr, bientôt, il va falloir faire une commission homme-AFEF. Hein. »
Alors j'écoute ça, j'ai discuté avec plusieurs personnes qui m'ont dit que c'était dur effectivement pour les hommes, et il y a, bon, c'est un petit peu, ça fait rire, mais il y a probablement 2-3 choses qui sont vraies quand même. Cela dit, quand on regarde les chiffres, la moitié des médecins en France de moins de 45 ans, plus de la moitié sont des femmes. Plus des 2/3 de moins de 35 ans. Quand on regarde les PUPH, il y a 29%, je dis PUPH comme ça parce que c'est un chiffre que j'ai, hein, mais 29% de PUPH qui sont femmes, et dans les nouvelles révisions des effectifs à la PHP, il y en a 30%. Donc 30%, sachant qu'il y a plus de la moitié des femmes qui ont moins de 46 ans et que l'âge moyen de nomination est de 42 ans, bah, on comprend vite qu'à ce rythme-là, ça va être comme le Sénat, on va en avoir pour un gros moment. Donc, effectivement, là, actuellement, vu la proportion de femmes à l'âge de nomination, on devrait avoir beaucoup plus de nominations de PUPH femmes que de nominations d'hommes, mathématiquement, et c'est pas le cas. J'ai un bémol quand même, en hépatogastro, on suit la courbe de féminisation de la profession, mais on est meilleur sur ces chiffres-là, puisque depuis 5 ans, il y a 50% de PUPH nommés sont des femmes. Donc, quand même, on est dans une spécialité où les choses ont beaucoup évolué. Par contre, quand moi j'ai été nommée, donc en 2014, on était extrêmement peu, on était 6 femmes PUPH, et voilà, j'ai pas eu beaucoup de femmes autour de moi pendant toute la période jusqu'à ma nomination. Mais les choses ont un petit peu évolué, donc il faut rendre à César ce qui est à César. La deuxième chose, et là c'est vraiment une donnée, c'est les enquêtes de l'INSEE qui font chaque année, c'est les données sur la charge mentale. Donc la charge mentale, les tâches ménagères, tout ce qui se passe à la maison, la deuxième vie après le travail. Hein. Et donc là, les données, elles sont très claires et c'est des données objectives. La femme fait 2 heures de plus de charge mentale par jour que l'homme dans un foyer. Donc ça, on peut critiquer, etc. Moi, j'y connais rien, j'ai été lire, mais c'est vraiment des données qui ressortent et dans tous les pays d'Europe. Sauf en Suède et en Norvège, où c'est plutôt 1 heure. Donc, clairement, il y a un sujet, et clairement, c'est légitime, je pense, de parler de ce sujet aujourd'hui. Alors, une fois qu'on regarde ça, ben, mon parcours, comme ça, il peut paraître assez linéaire. J'ai été externe à la Pitié, j'ai été interne à la Pitié, j'ai été chef de clinique à la Pitié, j'ai été PH à la Pitié, je suis partie un petit peu à la Mayo Clinique, je suis revenue, puis j'ai été PUPH à la Pitié, puis chef de service. Bon, effectivement, alors, j'ai pas envie de faire de retour narcissique, mais je veux dire 2 choses. D'abord, ça n'a pas du tout été un parcours linéaire, comme il vous apparaît comme ça, puisqu'en fait, à chaque étape, mais je ne peux m'en prendre qu'à moi-même. À chaque étape, j'ai douté. Je ne devais pas être chef de clinique, mais assistante spécialiste. Je ne devais pas être PH parce que je ne pouvais pas, je n'aurais pas de poste. Ensuite, quand j'ai été PH, je me suis dit « Ah, mais finalement !» Alors, il y a eu tout un moment où je m'appelais dans le service. Alors, il faut voir le service. Hein. J'étais avec Vlad Radzu, Julien Taïeb, Yves Benamou, Philippe Mathurin. Heureusement, il y avait Brigitte Bernard, mais elle était en train de partir à Reims. Donc, c'était un milieu assez masculin, et ils publiaient tous énormément parce qu'ils sont tous extra, et c'est vraiment des gens avec qui je m'entends très bien, et donc moi, je me sentais toute petite, à tel point que j'avais pas de papier. Et donc, quand on tapait Tabu D sur PubMed, ça faisait quoi? No items found. Ben, vous savez comment ils m'appelaient dans le service? NIF, pour No items found. Voilà. Et donc ça, même moi, quand j'y repense maintenant, ça me paraît ridicule, mais ce qui me paraît ridicule, c'est pas qu'ils m'appelaient comme ça, parce que finalement, c'est que je me sois laissé faire, enfin, c'est surtout ça le problème, parce que c'était drôle finalement, mais bon, voilà. Donc j'ai mis longtemps, et puis j'étais PH, et je me suis dit, oh là là, mais qu'est-ce que j'aimerais bien finalement faire comme eux. Je commençais à écrire des papiers, et puis pourquoi moi je ferais pas. Et puis j'ai rencontré un collègue qui m'a dit un jour, mais pourquoi toi tu serais pas PUPH? Je lui ai dit, bien sûr, je ne pourrais jamais. Et il m'a dit, pourquoi tu pourrais pas? Et là, j'ai décidé de le faire. Donc je suis allée voir Thierry Poinard, j'avais 33 ans, j'étais déjà PH. Je lui ai dit, en fait, je me suis complètement gourée. En fait, je voudrais être PUPH, mais alors là, il va falloir faire un M2, une thèse de sciences, une HDR, partir en mobilité et revenir, tout ça sur mon poste de PH. Et là, je dois remercier Thierry Poinard, que je remercierai jamais assez, qui était un patron extrêmement libéral. Il était très divergent, comme pour beaucoup de choses. Mais alors là, les femmes, il était hyper féministe. De toute façon, il n'en avait rien à faire. C'est pas lui qui allait pousser le chariot. Et donc, il m'a dit, mais welcome, c'est génial. Vas-y, tu veux aller où à Beaujon? Mais pas de problème. Non, cherche pas de financement, t'as un poste de PH. Enfin, ça a été, là, pour le coup, vraiment simple. Et j'ai été très aidée par lui dans mon parcours. Donc voilà, donc ça c'était la première chose, ça n'a pas été linéaire. La deuxième chose, c'est que je suis allée à l'étranger à la Mayo Clinique en 2009, et là j'ai vu qu'il y avait des commissions de parité et des commissions d'outrage sexiste. Et là, c'était en 2009, c'était très tôt, et j'avais effectivement jamais vu ça, puisque les choses apparaissent maintenant. Et donc je me suis dit que finalement, est-ce qu'ils étaient plus en avance? Est-ce que c'était un problème qui existait chez eux et pas chez nous? J'en sais rien, mais enfin voilà.
Je me suis dit ça. Ça, c'était sur mon parcours. Et puis finalement, je suis là, je suis extrêmement heureuse dans ce que je fais. Je suis chef de service, j'ai une équipe géniale, j'en reparlerai. Enfin, c'est vraiment ma plus grande satisfaction. La recherche qu'on fait sur l'encéphalopathie hépatique en groupe, tout ce qu'on a monté, c'est super. Donc, je suis extrêmement heureuse dans mon exercice professionnel. Ben voilà, Georges. Bon. Et donc, je me suis posé la question, mais est-ce que ça a été difficile? Et si ça a été difficile, votre question, je pense que vous sous-tendiez, c'était est-ce que c'est parce que j'étais une femme que ça a été difficile? Alors, est-ce que ça a été difficile? J'ai beaucoup travaillé, on ne va pas se mentir, mais je pense qu'il n'y a pas une personne qui arrive à un poste à responsabilité en France actuellement sans travailler beaucoup. Il faut être honnête, on a tous travaillé beaucoup. Alors, c'était un moment où le rapport au travail n'était pas du tout le même qu'à votre génération. Et je veux encore une fois insister sur le risque d'anachronisme parce que là, vraiment, c'est très important. Le travail, on vivait au travail et puis il y avait la vie familiale et puis le développement personnel, on ne s'en occupait absolument pas à l'époque. Maintenant, les choses ont changé, c'est beaucoup plus équilibré. Et donc, finalement, évidemment que si j'avais eu cette carrière il y a 20 ans, mais maintenant, ce serait absolument affreux. Mais à l'époque, j'étais avec des gens qui travaillaient beaucoup, je travaillais beaucoup. Je ne vais pas dire que ça n'a pas été difficile, mais c'était moins difficile que ça ne le serait maintenant. Donc ça, c'est la chose que je voulais dire. Après ça, je crois que oui, il y a des choses qui ont été plus difficiles parce que j'ai été une femme. Et on ne peut pas faire ce topo en occultant le problème de la maternité. Ça, c'est vraiment un problème, et c'est vraiment un problème à plusieurs titres. Et donc ça, je vais en parler 2 minutes quand même. La première chose, ça commence quand on fait un enfant. La première chose, c'est l'annonce de la grossesse au chef de service. Donc ça commence déjà à être compliqué. Alors, Thierry Poinard n'était pas du tout comme ça, j'ai déjà fait son éloge, donc je ne vais pas recommencer. Il y a quand même des femmes de ma génération, il y en a qui sont ici, qui avaient un patron, qui leur avait dit « Ok, les yeux dans les yeux, je te prends comme chef de clinique, mais pas de bébé pendant les 4 ans. » C'était comme ça à l'époque. Pas toujours, bien sûr que non, moi je n'ai pas du tout vécu ça, mais ça arrivait. Donc l'annonce était compliquée, et puis alors le retour de congé maternité, quand on en est au 3e enfant et qu'on a eu 6 mois, on parlait de retour de long congé maternité, quand même. Donc ça, c'était compliqué, mais au-delà de ça, parce que ça, finalement, c'est la relation avec le patron, avec les collègues, etc., le plus difficile, je trouve, enfin en tout cas là où j'ai vraiment eu un peu de mal, c'est la culpabilité qu'on peut ressentir vis-à-vis de ses enfants. Parce qu'on n'est pas assez présent, parce qu'on se dit, voilà, et puis quand j'arrive, je fais mes 2 heures de charge mentale, là, et puis après, je suis plus du tout disponible, et puis d'ailleurs, au boulot, je suis partie beaucoup trop tôt. Bon, moi, c'était pas possible de partir avant 19h ou 19h30, parce qu'ils m'auraient regardé vraiment comme ça, mais c'était l'époque, encore une fois. Et donc ça, c'était un petit peu difficile, et effectivement, je peux pas vous dire que ce côté-là a été simple, et je ne peux vous offrir que ma lecture rétrospective des choses. Comme je vous l'ai dit, mes 3 enfants vont bien, mais finalement, j'ai fait comme j'ai pu. Parce que la question, c'est comment j'ai fait. Alors, j'ai été aidée, j'avais une maman qui m'aidait. J'ai pris 1 an à chaque grossesse, en fait, entre le congé maternité et le moment où je revenais à l'hôpital. Donc, ça fait 3 ans dans un CV, c'est quand même beaucoup. Et puis, finalement, après, je me suis débrouillée, j'avais des nounous, etc. Mais j'ai pas de recette magique. La seule chose, c'est que très vite, j'ai identifié que quand j'étais bien à l'hôpital, quand je faisais des choses chouettes, quand j'avançais et que je revenais bien, j'étais bien à la maison. Et puis quand j'étais pas bien, quand j'avais l'impression de ne pas faire assez, mais c'est mon équilibre personnel à moi, encore une fois, et à une époque qui n'est pas la vôtre, j'étais moins bien à la maison. Mais vraiment, j'ai pas de recette et je sais pas, en fait. En tout cas, ça a été un sujet pour moi, donc oui, ça a été plus difficile pour moi à cause de ça. La culpabilité vis-à-vis des enfants. Alors les choses ont beaucoup évolué maintenant. Et donc ça, c'est chouette, c'est vraiment chouette. D'abord, j'ai accueilli l'arrivée du congé paternité avec un grand bonheur, parce que c'est un grand bonheur de voir que les hommes aussi vont pouvoir prendre ça en charge et que le partage des tâches va commencer au départ. La deuxième chose, c'est qu'il y a plein de choses qui ont évolué. Donc, nous, à la PHP, on a une charte. Alors, la PHP, ils font pas tout bien, hein. Mais alors là, ils se sont bougés sur la charte parité avec des trucs très bien. Donc, notamment, maintenant, tous les congés mater sont remplacés. Alors, évidemment, quand on part en congé maternité 4 mois et demi, on a un PHC 4 mois et demi. Donc, je suis d'accord, c'est pas très pratique. Mais en tout cas, il y a une avancée pour ça. Deuxièmement, toutes les femmes ont des places en crèche pour leurs enfants, ce qui n'était pas du tout le cas à mon époque. Et puis, troisièmement, dans les CV, maintenant, quand on lit les CV, les grossesses ne sont pas pénalisantes. C'était le cas à ma génération, c'était pénalisant. Donc, je pense qu'il y a quand même du mieux et que c'est très bien de ce côté-là. Mais quand même, cette culpabilité, c'est quelque chose dont on doit parler. La deuxième chose dont je voulais parler, c'est l'autocensure.
le sentiment d'illégitimité, ce qu'on appelle le plafond de verre. Alors pour être extrêmement honnête, j'en ai parlé avec certains hommes, pas beaucoup, qui m'ont dit ressentir ça également, mais ils sont très peu nombreux, il n'y en a qu'un. Je lui rends hommage ici, il s'est reconnu. Mais tous les autres, honnêtement, j'en ai pas vu beaucoup. Par exemple, moi, à chaque fois que j'ai été invitée, je vous promets que c'est vrai, à chaque fois maintenant que je suis encore invitée, à n'importe quoi, je me dis, mais je ne vais pas savoir faire parce que ce n'est pas dans mon domaine de compétences, sauf si on m'interroge sur le truc sur lequel j'ai travaillé pendant l'année. Mais sinon, je me dis que je suis jamais légitime. Et ça s'appelle de l'autocensure. Donc c'est le no items found, c'est chaque étape de mon parcours où j'ai été rattrapée par la patrouille en me disant, bah non, finalement, là, c'est pas tout à fait ce que je veux faire. C'est l'enquête IDEMI. Donc l'enquête IDEMI, c'est des chiffres, ça. C'est une enquête qui a été faite chez les femmes qui sont prêtes à prendre des postes à responsabilité. C'est un organisme qui émane de l'INSEE, qui demandait aux femmes, quand elles devaient prendre un poste à responsabilité, si elles devaient dominer complètement le domaine dans lequel elles allaient prendre un poste qui était un domaine nouveau. Donc, les femmes ont répondu à 80%, je ne prendrai ce poste que si je domine complètement le domaine. 20% des hommes ont répondu ça. Et ça, c'est des chiffres. Mais je ne sais pas ce qui est bien, parce qu'il faut peut-être se lancer, il faut peut-être avoir de l'audace aussi, mais en tout cas, on a cette différence où on s'autocensure et il faut qu'on le sache et il faut qu'on lutte absolument contre ça. Et puis Laetitia Buffet. Donc Laetitia Buffet, je ne sais pas si vous savez qui c'est, il se trouve que maintenant c'est la numéro 2 de la PHP. C'est une énarque, haute fonctionnaire, qui a 37 ans, qui a un enfant, et qui a été nommée responsable de la task force vaccination en 2021 pendant le Covid, en France. Donc, vous vous rappelez cette semaine affreuse où tous les gars, au moment de Noël, faisaient leur task force et regardaient les autres pays d'Europe en se demandant comment ils vont faire pour vacciner. Et donc, dans tous les autres pays, donc l'Allemagne, l'Angleterre, la Belgique, c'était un général entre 60 et 65 ans avec plein de médailles qui était responsable de la task force, parce que ça fait sérieux. Il n'avait jamais vu un malade, jamais vu un truc, jamais vu un virus, jamais fait un vaccin, jamais rien, mais ça fait sérieux. Puis Emmanuel Macron, lui, il avait choisi une femme, énarque de 37 ans, enceinte de 6 mois. Mais il s'est dit, c'est elle qui me l'a raconté, parce qu'en fait, comme elle est numéro 2 de la paix, elle vient discuter de son expérience. Il s'est dit, il a eu un gros moment de doute quand même. Il s'est dit, est-ce que j'ai pas déconné là quand même? Et donc, il lui a adjoint un général qui était son adjoint, qui avait 60 ans, qui était blanc, qui avait des médailles, qui était ventripotent, qui était là. Et il y a eu cette discussion surréaliste qui n'aurait pas dû avoir lieu de qui allait rapporter tous les vendredis où on en était au président de la République. Cette discussion n'aurait jamais dû avoir lieu puisque c'était elle la numéro 1, mais elle a eu lieu. Et elle a entendu une petite voix au fond d'elle-même qui lui a dit très très fort « Laisse parler le monsieur ». Et elle a laissé parler le monsieur. Et le monsieur s'est pris les pieds dans le tapis, Macron lui a redonné la parole et ensuite c'est elle qui a parlé tous les vendredis.